Aujourd'hui, avec l'auteur Carlos Regerman, on va parler de son livre Loto, qui raconte avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, un voyage dans une vieille Volkswagen à travers tout l'Uruguay, depuis la frontière brésilienne au nord jusqu'à Montevideo au sud. Nous sommes le 1er mai 2021 et ici en France, il est 20h11 et il est 5 heures de moins en Uruguay, à Piriápolis. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon, on va faire cette petite interview informelle pour parler de ton livre, de ton livre Loto, Donc, tu qui es est... le traducteur. Voilà, j'ai effectivement commis la traduction de ce livre, Loto, qui est sorti ce mois de février aux éditions Latinoir de Marseille. C'est ton premier roman traduit en français. Nous allons quand même replacer ce roman dans un contexte. J'ai quelques-uns de tes livres ici parce que en Uruguay, tu as déjà publié un certain nombre d'ouvrages. Je ne suis pas dans un ordre chronologique, hein. Il y avait évidemment la version originale de Loto. On en reparlera. Et puis, nous avons ici, par exemple, un autre roman, 180, qui était une espèce de thriller que j'ai lu il y a quelques années. Très intéressant, la construction, parce qu'il y a un renversement total et il y a une connexion entre ce que vit, entre deux renversements que vit le protagoniste. Puis nous avons aussi un autre livre que j'avais lu, Tesoro, qui est un livre assez autobiographique, qui est un hommage à ton père. C'est le dernier. C'est le plus récent. Oublié. Oui. Et puis, il y avait le Dodécaméron, que j'ai lu également, qui est un livre beaucoup plus volumineux que les autres, qui est une construction un peu à la façon du Décaméron, comme l'indique le titre, où il y a de nombreux narrateurs et de nombreuses histoires qui s'enchaînent. Vous dites en français roman à tiroir? Voilà, C'est un ça? roman à tiroir exactement. Mhm. Et en fait, il y a certains éléments récurrents au livre, évidemment un personnage qui s'appelle Alejo Murillo, mais on ne peut pas vraiment parler d'une continuité parce que c'est lui et c'est pas le même. Mais néanmoins, le nom réapparaît régulièrement dans un certain. Par exemple, dans le Dodécaméron, il meurt, mais dans d'autres livres, il est toujours vivant. Néanmoins, il est assez présent dans les différents livres. Et on peut se poser la question de savoir quel est le lien entre, puisqu'il y a aussi des éléments autobiographiques, des choses vécues, notamment dans Tesoro et dans Loto. Donc on peut se demander à quel point Alejo Murillo est Carlos Regerman ou n'est pas Carlos Regerman. C'est une question que tout lecteur va se poser. Même si la question de la biographie, l'autobiographie de l'auteur n'est pas l'essentiel, mais on peut se la poser quand même. Alors, qui est Alejo Murillo, s'il vous plaît? Euh, c'est un homme, mais je crois que le personnage peut être seulement un homme aussi. C'est une question, c'est une construction sur les papiers, le personnage. Et à lo largo, à long de romans, je crois que Alejo est en train d'être construit. Je ne sais pas comment, mais c'est surtout un homme. Et oui, il a beaucoup de choses de Carlos, parce que je connais assez bien à Carlos, seulement à cause de ça. On disait
que ce personnage partage un certain nombre de traits biographiques ou de traits de caractère avec Carlos. Eh oui, c'est mon héros. Alors, tout ce qu'il a de bon, c'est mes bonnes, Ça vient de... oui, mes meilleurs traits. Après cette petite présentation générale, on pourrait ajouter que tu es aussi, en plus d'un auteur de romans, tu es aussi un homme de théâtre. Oui. On va, ça c'est important, je crois, dans ton travail. Tu as aussi beaucoup animé des émissions culturelles en radio et télévision. Ça, c'est pour te situer un peu pour les lecteurs français, donc dans le paysage culturel de l'Uruguay. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur ce livre. Je reviens à l'auto. Donc voici la version originale et la version française. Mais les modèles, c'est le même. Le modèle de l'auto. C'est le même modèle de voiture. C'est donc une Volkswagen du début des années 1960. Et tout commence dans ce roman par un héritage. Et tout commence dans une ville frontière à l'extrême nord de l'Uruguay, dans la ville de Rivera. Donc, c'est une ville dont certains quartiers sont en Uruguay et d'autres se trouvent au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a une grande place au milieu de la ville par où passe la frontière. Une ville binationale dont la partie brésilienne d'ailleurs s'appelle Santana do Livramento, sauf erreur. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe et pourquoi que ce personnage, Alejo Murillo, va se retrouver à Rivera? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ah oui, c'est un roman basé, inspiré des événements réels. Mais ce ne sont pas des événements très intéressants ou importants. Et j'ai reçu une herencia, un Héritage. héritage, et j'ai dû aller à Rivera pour amener la voiture à Montevideo et des autres petites choses qui appartenaient à un oncle. Et ça a été un voyage pendant la nuit qui a été très intéressant pour moi et j'ai eu l'idée de le raconter. C'est ça. Mais au milieu du voyage, j'ai voulu faire voler l'imagination. Mais presque tout, c'est la vérité, c'est réel. C'était des choses qui ont passé, que j'ai vécues. Oui, effectivement, dans ce roman, il y a une dimension un peu de road movie, d'aventure sur une route. Mais comme le pays n'est pas très grand, même si on le traverse dans sa plus grande distance, 500 kilomètres. 500 kilomètres, c'est un voyage qui n'est pas très long. Et donc, il y a un certain nombre de péripéties, mais on voyage aussi à travers l'esprit du personnage. On voit les choses par son regard et le regard qu'il jette sur certains aspects de la vie, de la société de l'Uruguay. Et donc, l'affaire commence, comme on l'a dit, à la frontière brésilienne et c'est le berceau de la famille du personnage. Il y a toute une théorie sur le qui est partagée entre le sud Brésil et l'Uruguay. Il y a toute une fête dans cette ville, une fête folklorique de gaucho qui
qui est présenté de façon très humoristique, avec beaucoup de dérision. C'est une fête très folle. C'est une question, un carnaval. C'est pas le carnaval, mais je veux dire, il y a des choses étranges et folles. Je sais pas, c'est pas moi qui apporte l'humeur, mais la fête. Oui, c'est une situation dérisoire. Il y a une espèce d'humour assez caustique sur cette manifestation qui est un peu trop folklorique. Et bon, il y a une Gaucho question. international, c'est la fête. Voilà, l'internationalisme gaucho. Mais il y a cet aspect de culture de la frontière. Même si tu vis à Montevideo, donc tu as des racines familiales à la frontière brésilienne, et Ouais, ça se ressent d'une part sur cet humour, sur cette culture gaucho, mais aussi dans la suite du roman, quand le protagoniste va faire un détour par le village d'origine de sa famille, Tranqueras, qui existe réellement. Et là aussi, il y a toute une réflexion sur l'histoire familiale, et cette histoire familiale dans le contexte de l'histoire du pays, avec des souvenirs, par exemple, de la rébellion de Aparicio Saravia, qui était un caudillo qui s'est révolté au début du XXe siècle. et qu'il est mort là, très près de Tranqueras, à Voilà, 5 km. Je crois que l'armée de Saravia, qui est restée là après la mort de Saravia, a été des premiers habitants de cette ville. C'est une ville oui, fondée 10 ans après la mort de Saravia. Euh, Officiellement fondée, mais c'était je crois que c'était un arrêt de train. oui, il y a une gare, voilà, c'est ça, il y a une gare de train, et puis c'est un lieu où effectivement l'armée a campé où le chef a été tué, et donc on peut imaginer que le peuplement se développe à partir de ce moment-là. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est comment l'histoire de la famille de Alejo s'articule dans l'histoire du pays. Et euh, que toi-même, tu te considères comme, je ne sais pas si la question a du sens, mais comme un écrivain de la frontière, un écrivain du nord de l'Uruguay, ou c'est quelque chose d'un peu lointain pour toi, personnellement? Non, non. Mon père a passé une partie de son enfance à Tranqueras, mais je suis né à Montevideo. J'ai connu Tranqueras 2 ou 3 ans avant le voyage pour amener la voiture. Je ne connaissais pas la ville, le village. C'est une petite ville. Et alors, je n'ai pas de culture de frontières, absolument non. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que le voyage, il est double, parce que, à part cette traversée de l'Uruguay, et on est aussi beaucoup dans la tête d'Alejo, et qui n'arrête pas puisqu'il est lui-même écrivain, et il a un carnet où il prend des notes, et son esprit est constamment en train de se souvenir de certaines choses, ou de construire des phrases, et il fait souvent des rapprochements entre les situations qu'il vit et des choses qu'il a lues ou des films qu'il a vus. Et notamment, il y a un film avec Yves Montand qui est souvent évoqué,
Euh, et par là, Euh, la menace, oui, hein, d'Alain Cornon. Oui. voilà, exactement. Et ça m'amène aussi à la question de ta cinéphilie et de ton intérêt en particulier pour le cinéma français qui semble assez, assez important. Tu connais très bien cette cinématographie. Oui, mais ce n'est pas spécialement le cinéma français que m'intéresse, mais euh, j'ai une certaine culture de cinéma parce que ici, la Cinémathèque a été une institution très active euh, euh, pour diffuser le cinéma du monde. Et le cinéma français, c'est très important dans la culture cinématographique du monde. Alors, c'est naturel que si le cinéma m'intéresse, le cinéma français m'intéresse. C'est comme ça. C'est pas spécialement le cinéma français. Mais oui, j'ai vu plusieurs films français. Oui. Oui, apparemment, quand même, il me semble que dans plusieurs de tes textes, il y a souvent des références cinématographiques françaises. Bon, comme on peut voir, tu parles français, tu as appris le français assez jeune, et donc tu Ah oui, as... je ne parle pas français, je parle français. Donc, et dans d'autres, comme j'ai pu lire dans d'autres de tes livres, il y a quand même souvent des références culturelles françaises, pas uniquement, mais ça semble quand même... Mais si tu as certaines éducations universitaires en Uruguay, et tu as une grande influence de France parce que c'est un pays fran francophilique, comment on dit? Francophilique. francophile, francophile. Francophile, francophile. Et c'était un pays francomaniaque. Euh, mais au lycée, on étudiait français Mhm. jusqu'à les années 80, je crois. Et Mhm. maintenant, c'est pas la même chose. Il y a chaque jour moins de gens qui parlent français ou qui comprennent français. Je ne parle pas français, mais je comprends. Je peux lire, je peux aller au cinéma, je comprends ce qu'on dit. Euh, c'est une question très intéressante pour moi parce que il y a un monde énorme de production culturelle française euh, qui est inconnu pour les gens maintenant à l'Uruguay, tu sais, parce que tu connais l'Uruguay. Si tu parles avec une Uruguayenne de mon âge, de 60, 50, 70, il a une culture française. Il connaît des livres des auteurs de cinéma français. Mais les jeunes, non. Oui, actuellement, c'est beaucoup moins marqué, oui, bien sûr. Alors, on va poursuivre le voyage avec Alejo Murillo à travers l'Uruguay. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce voyage en Volkswagen, donc du nord au sud du pays, par une route qui s'appelle la route numéro 5, euh, il le fait tout seul et ça se passe la nuit et il pleut et en plus les essuie-glaces sont en panne. Donc on a très peu de jolis paysages ou de choses comme ça. On n'est pas tellement dans un voyage très idyllique. On a déjà, dès le départ, on a déjà réglé son compte au folklore. Ensuite, quand la poursuite du voyage se fait de nuit, parce qu'il avait prévu, il est parti en retard et puis il a des problèmes, etc. Donc
la nuit le surprend beaucoup. Et à partir de là, on dirait qu'il y a une autre phase du voyage qui se produit et qui, dans le monde de la nuit, dans cet Uruguay de l'intérieur, qui est peu peuplé, où il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'arrêter. Et quand on arrive quelque part, bon, ben, c'est des garagistes, c'est des camionneurs, c'est des restaurants un peu déserts. Et là, c'est une ambiance qui change à mesure qu'on s'enfonce dans la nuit et dans la solitude. Alejo va se retrouver, ayant pris du retard, à dormir même dans sa voiture, dans un coin désert. Et c'est là que se produit une rencontre. Et donc, il rencontre un personnage un peu étrange. Je te laisse nous raconter un peu la suite, parce que ce personnage va l'entraîner dans une aventure inattendue. Ce personnage est inspiré d'une personne réelle qui habite à Rivera, justement. C'est par hasard, mais il est un homme curieux, étrange, sympa. C'est un homme de théâtre et pour moi, c'était un personnage qui est capable de faire ce que ce personnage fait, qui est m'inviter, ouais, inviter à Alejo, je parle de moi, tu vois, inviter Alejo à une couvent, à une assemblée de sorcières. C'est une fête, c'est une orgie, mais ce sont des sorcières. Ce sont les femmes qui roulent. Oui, justement, il paraît que nous étions hier soir ou avant d'une vieille fête germanique des sorcières qui s'appelle Walpurgis ou je ne sais comment. Donc là, le moment coïncide. Donc c'est effectivement une sorte de sabbat et ça se passe dans une estancia, c'est-à-dire une propriété dans un endroit un peu perdu dans la campagne de l'Uruguay. Mais C'est plein de une bourgeois. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est dans un milieu social très très privilégié qui n'est pas le milieu habituel pour Alejo, qui va se trouver plongé dans cette espèce de soirée qui tient à la fois du rituel, de l'orgie, et lui, il se trouve là-dedans un peu par hasard. Il va participer à cette fête alors qu'il n'avait pas du tout prévu ça pour son voyage. Et ça marque une espèce de coupure dans ce voyage, un basculement dans un monde qui n'est pas le monde habituel d'Alejo. Oui, mais il a une culture, il ne sent pas qu'il est, comment on dit, inférieur au-dessus. Je Oui, sais pas. il n'a pas de complexe d'infériorité. Non, parce qu'il est il a une grande culture. Alors, c'est sa force, Oui, oui, son pouvoir. Mais les autres ont l'argent. oui, Et ils ont certaines libertés qui Alejo, euh, qui réveille la jalousie d'Alejo, peut-être. oui. Ensuite, quand il va quitter cette fête le matin et qu'il va reprendre la route, il va à son tour se trouver dans une situation, donc suite à une panne d'essence,
il va demander à un jeune garçon qui passe par là avec son vélo et qui vient d'un quartier pauvre qui est au bord de la route. Il va demander de l'aide à ce garçon, il va lui donner de l'argent pour que le garçon aille lui acheter du carburant, un bidon de carburant. Et finalement, il va y avoir comme une inversion, la situation que Alejo a vécue lors du sabbat dans une situation d'infériorité sociale, pas une infériorité culturelle ou morale ou autre, mais sociale, c'est-à-dire qu'il se retrouvait dans un milieu social plus riche que lui, et il va se trouver dans une situation inverse vis-à-vis de ce garçon à qui il va demander de l'aide. Et donc, en fait, ces deux épisodes sont un peu des révélateurs d'une situation un peu inconfortable pour Alejo, qui est d'être un peu hors classe sociale, ou en tout cas de ne jamais se sentir à sa place. Je ne sais pas. La situation avec le garçon, je l'ai vécu presque à mon arrivée à Montevideo. J'ai eu cette panne et le garçon était là et il m'a offert de l'aide. Je n'ai pas demandé, il m'a offert. Et, et, et j'ai fait une chose, j'ai fait une chose que je n'aime pas, c'est terrible. J'ai, j'ai, je lui ai donné un billet, comment on dit, Oui, un un, gros billet, un un gros gros billet parce que je n'avais pas un de billet, monnaie. oui, pour acheter l'essence. Et j'ai hésité parce que je croyais que, je sais pas, c'était horrible. Et ça m'a fait sentir très, très mal. Fait, beaucoup d'honte d'avoir fait cette geste de. De retrait, un geste de retrait comme ça, Ouais. dans une situation où il faut faire confiance, d'avoir fait preuve de méfiance, c'est ça qui crée le malaise, qui crée le... Terrible. Oui, Mhm. je me sentis horrible. C'est assez curieux la façon dont finit ce roman, qui finit sur cet épisode de mal-être, de malaise pour, pour le narrateur. Voilà, il va reprendre sa route, rentrer chez lui, on ne sait pas très bien. Il y avait Les, il les- y avait un chapitre final, mais j'ai décidé de finir dans l'épisode du garçon parce que c'était mieux pour les romans. Ouais. C'est ça, c'est le dernier. Et comme tu dis, c'est une question de miroir. Et le miroir est Alejo. oui, Le monde des bourgeoisies, le monde de ces garçons très, très pauvres. Euh, et Alejo, c'est la surface du miroir. oui, Alejo, il est au milieu et donc il est dans une situation il peut se trouver dans une situation, comment dire, de malaise, autant avec les uns qu'avec les autres. Mais oui, elle Euh, n'appartient à aucune. Effectivement, et d'ailleurs sur la façon dont tu as fini ce roman, on en a parlé avec l'éditeur et lui, il trouve aussi que justement, c'est une des réussites de l'auto, c'est d'avoir su couper euh, sans rallonger, sans rajouter un chapitre final qui aurait été superflu. Voilà, donc je ne sais pas, j'ai peut-être omis d'aborder, survoler trop vite certains aspects du livre que tu aurais aimé mettre plus en relief.
Non, je crois. Je n'aime pas parler des livres parce que. Non, de mes livres, c'est bon parler de mes livres, oui. Mais je ne sais pas que dire des livres. Les livres sont pour lire, mais oui, j'aime écouter les écrivains parler de ces livres, oui, mais je ne sais pas parler de mes livres. Je ne sais pas quoi dire, que dire. Le travail de traduction, pour moi, a été vraiment très plaisant. Je l'ai traduit l'an dernier pendant le confinement en France. Et heureusement, j'ai aussi travaillé en relation avec l'auteur qui a pu relire la traduction et qui m'a fait part de certaines observations, etc. Donc, on peut dire que c'est une traduction qui s'est faite en concertation. Et ça, pour moi, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec la personne même qui avait écrit le livre sur cette traduction. Je suis On heureux, peut, je suis heureux de que c'est toi le traducteur parce que tu es bilingue, comment on dit, bilingue, 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 bilingue. parfaitement bilingue. Tu écris en espagnol, tu écris en français. C'est une espèce de. Je ne peux, n'arrive pas à concevoir cette double cerveau linguistique, mais il m'a donné beaucoup de confiance parce que je sais que tu as compris parfaitement le texte en espagnol. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que ce projet de traduction a bénéficié d'une bourse qui est venue d'une institution uruguayenne qui favorise la traduction de la littérature uruguayenne. Donc, avec l'éditeur Jacques Aubergy, on avait monté un dossier et on a eu l'heureuse surprise de recevoir un financement. C'était la première fois que le gouvernement donnait une bourse pour la traduction. Eh bien, merci beaucoup, Carlos Reherman. Merci à toi, Antoine.